Bonjour à tous. Donc, nous voilà réunis pour la dernière masterclass de la journée, et pas des moindres. Donc, durant cette masterclass, on va parler de relocalisation des activités productives en France, mais pas simplement de relocalisation. On va surtout parler d'une success story donc, qui a uni l'Uni, All Circuits et Kickmaker autour de ce projet de relocalisation. Pour en parler, on va donc dans l'ordre par là, on va avoir Loïc, donc, qui est chef de projet industrialisation chez Kickmaker et qui a donc géré l'interface entre All Circuits et l'Uni. On a Raphaël qui est business developer chez All Circuits, qui va pouvoir nous parler des activités de All Circuits, BMS et ce qu'ils ont pu faire avec nous. On a Tatiana qui est donc responsable vie-série chez l'Uni. Et le débat sera animé par Anaïs, qui est chercheuse associée à l'université de Haute-Alsace et directrice chez June Partner, et qui est rompue à l'exercice des conférences et surtout grande connaisseuse de l'industrie, puisqu'elle a aussi coécrit un livre avec Olivier Louancy sur la renaissance industrielle. Donc Anaïs, je te passe la main. On a une heure, c'est ça? Ouais, okay. Deux. Sur la relocalisation, il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour à tous, c'est un plaisir de modérer cette conférence dans le cadre de cet événement. En effet, la relocalisation, depuis mars 2020, je crois que tout le monde en parle. Il n'y a pas un politique qui n'a pas prononcé ce mot sous couvert de souveraineté. Il n'y a pas un industriel qui commence à dire oui, peut-être que je vais relocaliser ou ramener de la production en France, mais des gens qui le font vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un plaisir d'avoir l'Uni, qui est un cas concret, qui est une réussite. Alors du coup, je vais adresser ma première question à Tatiana. Pourquoi relocaliser? Alors peut-être, qu'est-ce que l'Uni, pour les gens qui ne savent pas dans la salle, et deux, pourquoi avoir choisi de relocaliser en France? Super, merci. Alors j'ai bien fait de prendre une petite fabrique à histoire. Donc en gros, l'Uni, c'est donc une fabrique à histoire, c'est une conteuse pour les enfants interactive. Donc l'enfant choisit différents éléments et l'histoire qui va être racontée par la conteuse, donc par la fabrique à histoire, comprendra ces éléments. À l'origine, l'Uni, donc ça a commencé, la fabrique à histoire, elle a été designée en 2016. Et à cette époque, les fondateurs avaient déjà la volonté de produire en France, mais lors d'un lancement, c'était juste pas possible. Ils n'ont pas réussi techniquement à produire en France. Du coup, ils se sont tournés vers les industriels chinois et avec la promesse faite à eux-mêmes que dès que ce serait possible, ils relocaliseraient en France. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Vous avez relocalisé en quelle année, juste par curiosité? On a commencé le projet en 2018. Et c'est depuis juillet 2020 qu'on reproduit en France. D'accord. Donc un exemple, vous n'avez pas attendu que tout le monde en parle pour le réaliser. Je crois que vous n'avez pas réalisé ce projet seul. Vous avez été accompagné à la fois par Kickmaker et par All Circuit dans ce projet. Peut-être que Raphaël ou Loïc, vous pouvez nous dire comment vous avez accompagné l'Uni pour faire de cette volonté une réalité? Alors, en fait, on s'est rencontré avec l'Uni, en effet, avant un départ en Chine. Et puis, 2 ans après, la rencontre a permis de concrétiser en fait, les discussions qu'on avait eues, parce que l'Uni arrivait avec une connaissance de son marché, de son produit tout autre, avec les volumes. Et donc, les discussions étaient tout à fait possibles pour retravailler en fait, sur un produit dans une génération 2, en repensant le design et l'industrialisation. Donc, la porte d'entrée, c'est vraiment ça. En plus d'une volonté, alors les convictions des entrepreneurs et une volonté de faire du Made in France. Donc pour nous, ça a été une rencontre super intéressante parce que c'était un gros challenge. En fait, le défi de réussir à faire un jouet électronique qu'on associe forcément à la Chine, on avait envie de se prouver en fait qu'on était capable de le faire en France. Et alors on a eu à peu près 6 mois de consultation, donc c'était très très long. On y a fourni une énergie et puis des réflexions comme on le fait rarement en fait sur des projets. Mais il y avait une volonté vraiment de toute l'organisation pour réussir à transformer ce projet. Et en fait, ces 6 mois ont permis d'une part d'établir une confiance très forte, à la fois avec Kickmaker et avec l'Uni, et pour se poser toutes les questions. Donc avec qui on va le faire, combien ça va coûter, à quel prix on va pouvoir le vendre, et évidemment reprendre, je dirais, tout le produit pour améliorer les performances, pour améliorer la qualité, etc. Loïc?
Très bien. Donc, alors, j'ai pas eu la chance de participer à la genèse du projet de l'Uni chez Kickmaker. Malheureusement, je n'étais pas encore chez Kickmaker à ce moment-là. Mais je crois savoir qu'en fait, on a accompagné l'Uni assez tôt dans le process, notamment de l'industrialisation en Chine, où Kickmaker a un peu cette double compétence de pouvoir amener les gens à produire en Chine, mais aussi supporter la R&D en tant que BE, en fait. Et moi, en fait, je suis arrivé dans la deuxième phase du projet qui consistait à la réindustrialisation en France, où là, on a accompagné l'Uni dans la conception, dans l'optimisation du produit, parce qu'il y a eu, c'est pas un portage directement de la Chine à la France, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en plus pour améliorer et la qualité et l'éco-conception, enfin beaucoup d'aspects que je laisserai être présentés par l'Uni. Et donc, on a vraiment apporté une expertise à la fois technique, mais aussi on a permis d'être l'interlocuteur privilégié sur toutes les discussions avec BMS pour arriver aux objectifs à la fois business, de coût et de délai, même si c'est... Enfin, voilà. Donc un accompagnement en tant que bureau d'études plus, je dirais, de la part de Kickmaker. Merci. Alors moi, je sais que j'avais entendu parler de l'Uni quand le projet avait commencé, et notamment il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans une des interviews d'un des dirigeants de l'Uni, c'était cette histoire de passer de 16 à 8 vis, qui était un des moyens aussi de réduire les coûts et donc de reproduire en France. Est-ce qu'il y a peut-être des exemples concrets que vous pouvez nous donner, soit Tatiana, soit Raphaël, sur ce que vous avez vraiment transformé, parce que vous avez vraiment repensé le produit, et ça c'est important de le dire, en fait, dans les cas de relocalisation, souvent ça réussit parce qu'on repense son produit. Alors c'est vrai que c'est le point décisif dans le projet, c'est toute les échanges qu'il y a pu avoir tripartites dans cette phase de consultation pour se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait casser le design total de la génération 1. On a fait l'exercice en fait d'analyser ce que signifierait en fait la fabrication de cette génération 1, donc qui était designée pour la production, optimisée pour la production en Chine, et on arrivait évidemment à des coûts totalement irraisonnables, donc ça n'avait aucun sens. Donc c'était possible que si on retravaillait le design et qu'on se mettait en fait en ordre de marche pour faire du co-design, c'est-à-dire d'intégrer toutes les bonnes pratiques, toutes les idées qu'on pouvait avoir en tant qu'industriel pour améliorer le produit, donc le simplifier. Donc alors vraiment le résultat qui est le plus parlant, c'est qu'on mettait 15 minutes pour fabriquer un Luni, enfin une fabrique à histoire, et après, avec le dossier tel qu'on l'a conçu, on est passé de 15 à 1 minute. Voilà. Donc il y a en effet symboliquement aussi les 16 vis qui ont été minimisées à 4 vis. Il y avait 2 PCBA, donc 2 cartes électroniques. On n'en a fait qu'une seule avec des composants qui étaient montés seulement sur une surface. Et puis on avait évidemment l'intégration, puisque c'est là qu'est la main-d'œuvre. Et donc c'est ce qu'on cherche à maîtriser le plus. Qu'est-ce qu'on peut automatiser, donc, parce qu'il y avait la conception d'une ligne automatique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par des robots, et qu'est-ce que l'homme fera, donc des opérateurs, des opératrices, en minimisant le maximum les gestes, qu'est-ce qu'ils feront au minimum, voilà. Donc on a fait un design en fait en sandwich, c'est-à-dire que c'est hyper simple, c'est des éléments qu'on empile les uns au-dessus des autres. C'est très vrai que c'était un vrai engagement de la part de l'Uni de revoir tout le produit. C'était pas juste on va essayer d'adapter à la France, c'était les enjeux sont différents et il faut repenser le produit. Donc l'exemple d'Evis, c'est un très très bon exemple. Et ce qui a été assez intéressant dans cette démarche, c'est que la démarche d'adapter le design à la production française et aller de pair avec une démarche d'éco-conception, parce que ce montage en sandwich dont tu parlais, il aide aussi à la meilleure recyclabilité du produit, parce qu'on n'a pas besoin de le broyer, mais on peut beaucoup plus facilement le démonter et récupérer les éléments. Je peux même ajouter un petit peu mon côté technique. L'une des choses qui a été très appréciable de travailler avec l'Uni, notamment sur la co-conception, c'est qu'ils ont accepté d'avoir des changements visuels qui étaient normalement pas acceptables pour eux. Typiquement, en fait, le produit Made in China, il a assemblé avec une coque haut et une coque basse, avec une ligne de liaison entre les deux, qui est parfaitement au centre, en fait. Et pour optimiser l'assemblage en mode sandwich, et donc du coup que la carte électronique ne soit plus vissée mais maintenue entre les deux coques, et que les connecteurs soient
au même niveau que la carte électronique. En fait, ils ont accepté que ce design-là soit modifié. C'est assez peu visuel pour quelqu'un qui ne connaît pas la version chinoise, mais en fait, ça peut être vu comme une dégradation de l'aspect esthétique, mais qui ne l'est pas au final, hein. Mais du coup, nos connecteurs sont vraiment bien placés par rapport à la carte électronique et ça permet en fait juste en assemblant les coques, de tenir l'intégralité des composants à l'intérieur en une seule manœuvre à la place d'ajouter des vis et de diviser la carte électronique en plusieurs parties. Et tout ça sans altérer la qualité du produit, bien entendu. Moi, j'ai une question, Raphaël. J'ai cru comprendre que du coup, vous aviez investi dans une j'ai mal compris, une ligne pour accompagner l'une. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait un investissement parce que vous croyez vraiment dans le projet. Alors oui, je vais préciser les choses parce que sinon Tatiana va m'envoyer des mauvais regards. Alors en effet, il y avait dans le planning, donc parce que ça c'est quand même, il y a eu des éléments, enfin des points durs dans la conduite du projet, et le planning en a été un, parce que comme Tatiana le rappelait, c'est un projet qui a été conduit entre 2019 et 2020, et donc toute la fin de la phase d'industrialisation s'est produite pendant le contexte du Covid. Et donc ça a été très compliqué. Il y avait les moules qui étaient fabriqués en Chine et il y avait en fait une ligne d'automatisation qui était fabriquée en Alsace. Et donc le planning. Alors, le projet avait une contrainte extrêmement forte sur le planning puisqu'il ne fallait pas rater les ventes de Noël. Et c'est vrai qu'entre le planning théorique et le réalisé, il y a eu 2-3 mois de retard. Mais on a pu faire les ventes comme souhaité en 2020. Alors je reviens sur la question de la ligne automatique. Ça, c'est du spécifique. Donc en fait, c'était un investissement de l'Uni. Et donc ça a été possible parce que l'Uni avait justement, n'était plus, je dirais, dans une phase de start-up, mais avait du chiffre d'affaires, des capacités d'investir pour avoir sa ligne propre, même si elle est faiblesse. C'est une ligne qui est un équipement qui appartient à l'Uni. Voilà. Nous, on a fait d'autres investissements, des investissements qu'on peut utiliser pour d'autres projets, mais cette partie-là, c'était un investissement de la part de l'Uni. Mais bon, on parle ça comme si tout s'était bien passé. Je suppose qu'il y a quand même eu des difficultés dans les différentes étapes du projet. Peut-être Tatiana, pour montrer quand même que c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on ne peut pas les surmonter et qu'il va y en avoir, mais qu'il y a des bonnes voies et peut-être aussi inspirer des gens pour venir vous voir s'ils ont des difficultés sur comment on peut les surmonter au mieux. Si j'avais peut-être une chose à retenir de ce projet à laquelle faire très attention lorsqu'on mène ce genre de projet, c'est à très très bien définir le cahier des charges. Parce que quand on travaille avec des entreprises chinoises, il y a beaucoup d'adaptabilité, elles vont avoir une réactivité énorme, on peut faire plein de tests qu'on ne va pas avoir besoin de payer. Mais en France, les process, et c'est tout à votre honneur, sont beaucoup plus fermés, les vis sont serrées, on peut beaucoup moins déroger. Et en fait, on s'est rendu compte que définir extrêmement précisément le cahier des charges, ça a été quelque chose de pas fait tout de suite, donc il y a eu des surprises. Donc au moment où on pensait lancer, il a fallu refaire des tests beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et ouais, ça a été très long. Il y a eu des phases, comme tu dis, qui ont pris 3 mois de plus. Mais à la fin, on a réussi à tenir le planning de Noël et ça, c'était un beau challenge, quoi. Oui, alors, je vais aller dans ton sens. Je pense que c'est le point le plus difficile dans tous les projets. C'est dans notre langage, voilà, on parle toujours de cahier des charges sec. Et quand c'est pas sec, en fait, le projet n'a rien à faire dans l'usine. C'est très militaire et en effet, pour atteindre la qualité, le zéro défaut, ça veut dire qu'on ne touche plus à rien. Voilà. Quand on photocopie une page, on ne continue pas à écrire sur la page parce que sinon on n'arrive pas à reproduire les copies, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai qu'on a des procédés, des processus qui sont extrêmement robustes, mais parce qu'il y a en effet ces jalons où on arrête, je dirais, de prendre en considération des changements, des fonctionnalités qui se rajoutent, etc. Et ça a été un des points en effet difficiles. Et c'est là où ça va être important de s'entourer de partenaires, de beaucoup de partenaires qui ont les expertises qu'on n'a pas. Parce que c'est vrai qu'en tant que, on va dire, créatif, si on parle de l'Uni, c'est pas le même langage forcément qu'en production. Heureusement, Kickmaker faisait aussi le lien, mais il y a eu forcément des loupés malgré les différents allers-retours. Ouais, je parlerai sur tout ça. Un point de vue sur le sujet sur d'autres projets aussi que vous pouvez accompagner, hein, pas forcément que l'Uni. Non, je suis assez d'accord. Sur tous les points qui ont été levés, on pourra aller dans les exemples, mais au final,
ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec une entreprise qui est aussi jeune que l'Uni, c'est vraiment leur vision de la qualité, où en fait c'était pas je commande et puis en fait le fournisseur il m'a donné une datasheet et cette datasheet, bon, on va croire ce qu'il y a dedans, c'est je commande, je reçois un sample, je teste, je vérifie, je qualifie. À chaque fois, en fait, dans chaque étape, alors c'est aussi une démarche qu'on fait à Kickmaker, mais justement, l'Uni n'a pas rechigné à aller justement dans l'essai. Et j'ai notamment en mémoire une phase un petit peu démente où on a dû disqualifier un fournisseur de câbles USB en fait, qui dès le premier prototype a livré un câble avec du plomb dans la soudure. Et en fait, par esprit de certification, l'Uni aurait pu juste prendre le câble et se dire bon, il est certifié, j'ai le certificat, je ne vais pas le tester. Ils ont voulu le tester pour avoir le certificat complet avec tout le produit. Et là, en fait, grosse surprise, il y a du plomb. Alors on regarde, où c'est, moi je me souviens de ce moment où je reçois le mail et on n'avait pas encore le rapport. Et on se dit mais où il est le plomb? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et on reçoit le rapport 3 jours après. Bon là on voit que c'est dans les soudures du câble. On est soulagé parce qu'on se dit c'est pas dans le produit en lui-même. Et le fabricant nous dit non c'est une erreur, on vous en renvoie d'autres. Il nous en renvoie d'autres, on les reteste, c'est bon. Mais l'Uni a dit ok, le premier lot qu'on va recevoir, on va le retester encore une fois pour être sûr, parce que s'il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas, c'est justement ne pas être sûr de nos certifications. Et là, on reteste et il y avait encore du plomb. Et justement, BMS a réussi à accompagner et à trouver un autre fournisseur pour cette personne qui essayait de truander, hein, clairement. Et on a eu un nouveau fournisseur qui nous a fourni à peu près le même câble, qui d'ailleurs je trouvais qui était beaucoup plus joli au niveau de la jonction, mais c'est purement personnel, et qui lui, test après test, a montré qu'il n'utilisait pas de plomb, qui je rappelle est une substance qui pollue dans l'environnement lorsqu'il est enfoui. Il ne faut pas enfouir son électronique, je tiens à le dire, mais c'est quand même ce qui est fait la plupart du temps. Voilà, enfin, oui, des petites choses comme ça, et enfin moi ça a été vraiment, je dirais, alors c'est une difficulté au jour le jour de vouloir tenir le planning, parce que c'était quelque chose de très serré pendant une période de Covid, mais ça a été très apprécié, enfin j'ai beaucoup apprécié de travailler avec des gens aussi matures que l'Uni et aussi professionnels que BMS, justement pour affronter ce genre de problème. Et quand on a préparé cette conférence, vous m'aviez dit que vous teniez à faire passer un message qui était de dire faire un produit c'est simple, industrialiser c'est beaucoup plus compliqué, et que vous vouliez en fait sensibiliser aussi sur ce sujet en disant il y a des procédés industriels derrière qui sont assez lourds à mettre en place. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de start-upers qui, après la génération des applications mobiles, c'est vrai que il y a un manque de culture de ce qu'est le hardware. C'est extrêmement complexe, en effet. On ne peut pas corriger une fois que le produit est sur le marché, on ne le rattrape pas. Et comme il y a un manque de culture industrielle de la part de nos politiques, je pense que là-dessus, c'est un de vos combats quotidiens. Et c'est vrai que, en tout cas, dans mon travail de business développement, la première étape, c'est vraiment de se qualifier pour savoir quelle est la bonne maturité en fait des interlocuteurs, parce que sinon, en effet, on est dans l'incapacité de sortir un projet si en face on n'a pas les interlocuteurs qui ont cette grammaire, cette culture. Et alors, je voulais parler aussi, alors, sur ce sujet, c'était aussi très important pour moi de mettre en avant en fait, les écosystèmes qu'on a en France. On parlait d'inculture sur le monde industriel, mais moi je découvre tous les jours des petits, des moyens, des grands acteurs qui sont vraiment fantastiques. Pour le projet l'Uni, c'est intéressant de se dire que voilà, toute la partie emballage, elle a été travaillée à 1 km de chez nous, à Bayonne. La ligne automatisée, elle était en Alsace. La plasturgie était à Lourdes. On a fait travailler un atelier ESAT pour nous aider sur l'emballage au début. C'est ça qui est vraiment intéressant dans des projets comme ceux-là, c'est de vraiment se mettre tous autour de la table et d'emmener des partenaires avec nous. Alors ça, c'est l'EMS qui porte ça, c'est ce sous-traitant qui arrive avec ses partenaires, mais c'est vraiment une satisfaction pour nous tous d'arriver à produire un produit qui a une grande sympathie. Alors ça aussi, c'était quelque chose moi, qui me tenait à cœur, c'est de faire rentrer dans l'usine un produit qui était connu aussi des opérateurs, des opératrices qui ne comprennent pas toujours quand on fait une carte électronique, on ne sait pas ce que c'est.
Là, il y en a plein qui ont levé la main en disant « mais j'en ai un chez moi ». Et fabriquer un produit qu'on connaît, que les enfants ont, bah, ça change aussi. Enfin, je trouve que c'est fondateur dans une entreprise. En tout cas, les bêta-testeurs sont plus critiques. Mais non, clairement, et d'ailleurs, je dirais que c'est là-dessus aussi chez Kickmaker qu'on progresse de jour en jour. C'est qu'on a la chance d'avoir des partenaires en Chine qui peuvent nous aider à trouver des fournisseurs pour des éléments qu'on ne trouve pas en France. Hein, typiquement, un écran LCD, je mets au défi quiconque de trouver quelqu'un qui en fabrique en France. Tout comme des fournisseurs de batteries. Et nous, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires au niveau électronique. Mais c'est vrai que c'est le système complet avec l'EMS qui permet d'aller jusqu'au bout de l'industrialisation. Et aussi, Kickmaker, on assiste dans la qualification des composants. Je reviens juste sur un point, mais c'est vrai que le couple clé, alors je mets l'Uni à côté, mais évidemment était autour de la table, mais c'est vraiment la capacité de travailler avec un bureau d'études qui a une connaissance de ce qu'est l'industrie, puisque il y a eu ce co-design, cette phase de co-design qui a duré 2-3 mois, avec donc les ingénieurs de Kickmaker, les ingénieurs à Bayonne, et puis de votre côté des arbitrages qui étaient en effet pas toujours évidents, comme Loïc le rappelait. Il y avait des impacts parfois sur le design du produit. Maëlle était une designeuse, donc c'était elle qui quand même avait des choix parfois compliqués, parce que elle pensait que ça allait modifier peut-être un petit peu la peau, enfin l'extérieur de l'esthétique du produit. Et donc ça, c'est vraiment un binôme qui est essentiel. Il faut bien comprendre que nous, on vient en tant qu'EMS critiquer en fait un design et apporter toutes les optimisations sur des questions de faisabilité, de testabilité, la traçabilité, etc. Donc en fait, on sort de ce produit avec un produit qui est plus performant parce qu'on a modifié les caractéristiques, il est plus puissant, le son est meilleur, etc. Il y a des garanties qui sont tout autres parce que en tant qu'industriel français, évidemment, on apporte des garanties vis-à-vis de l'Uni qui sont tout autres. Voilà, c'est nos responsabilités en termes de SAV, en termes de... Enfin, bon, je ne vais pas faire la liste. Et tout ça pour un produit qui n'a pas, en termes de distribution, le prix de vente a été le même. Donc c'est quand même super fort, puisqu'en plus il est éco-conçu. Voilà, un Made in France... je pense que voilà, enfin, c'est vraiment une très belle histoire entre nos 3 entreprises. C'est vrai qu'après, le rôle de l'Uni dans cette démarche-là, ça a été de faire confiance à ses partenaires, alors tout en comprenant ce qui se passait, en arbitrant parfois. Le résultat, c'est qu'on est super content de ce qui est sorti, mais c'était toujours dans l'esprit qu'on fait un nouveau produit. On essaie de garder la fabrique à histoire, mais en fait, on n'aura pas la même chose. Et une autre modification qu'il y a eu aussi entre la Made in China et Made in France, c'est la suppression du soft touch notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dû vraiment gérer parce que, en gros, la texture est assez différente, mais c'était un choix pareil éthique parce que le soft touch, c'est un composant polluant, même si on le voit un peu partout. Et à partir de là, voilà, c'était acté, ce ne sera pas le même produit, mais on garde la qualité qu'on voulait. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le soft touch, c'est un revêtement polyuréthane qui va donner une peau de pêche au produit et qui est extrêmement doux, mais qui ne résiste pas aux UV en fait. Une fois qu'il est exposé un peu trop longtemps aux UV, il va devenir collant, noir, accrocher les saletés. Et aussi, ça rend le plastique absolument impossible à recycler parce qu'on va avoir un complexe de plusieurs polymères qui, une fois fondu, en fait, va faire un mélange qui est pas possible d'être réutilisé. Et justement, l'Uni a mis le point sur le fait, ok, on retire ça, j'irais au prix de ne plus avoir cet aspect peau de pêche qui est vraiment agréable au toucher. Donc on a trouvé des solutions un peu intermédiaires, mais pour le coup, là, on a un vrai produit qui peut aller directement en fonderie plastique pour être réinjecté tout de suite. Industriellement, du coup, la solution, ça a été de grainer le moule pour avoir comme ça un effet un peu doux sur le plastique et qui garde un aspect vraiment qualitatif. Donc c'était une bonne solution, en tout cas. Voilà, alors je tiens quand même à dire que grainer un moule, ça pose différentes problématiques techniques. Vous étiez là pour ça. Ouais, en fait, ça nous a forcé à faire plus d'itérations pour trouver vraiment la bonne finition. Parce que typiquement sur un moule, on a ce qu'on appelle des angles de dépouille, c'est pour que quand on sorte, le plastique puisse se retirer facilement.
Et le grainage fait que ça accroche plus dans le moule que du plastique lisse. Et donc on a dû encore faire quelques petits compromis de design par rapport à ça, qui ont été acceptés, mais qui ont posé quelques difficultés. Mais bon, je pense savoir qu'on est satisfait du résultat maintenant. Il y a plein de choses sur lesquelles on a envie de rebondir. Vous avez dit un truc que je trouve super intéressant, c'est l'écosystème sur lequel vous êtes appuyé. C'est-à-dire que quand on relocalise en France, on ne fait pas que relocaliser finalement une activité d'assemblage, on fait vivre aussi tout un écosystème de fournisseurs. Et c'est aussi ça l'intérêt de relocaliser, c'est-à-dire de pouvoir avoir un vrai savoir-faire français derrière. Alors c'est en effet clé, et c'est notre rôle en fait d'amener des partenaires dans le projet. C'est ce qui nous intéressait, c'était aussi de challenger nos fournisseurs. Alors je dirais l'approche éco-conception, pour moi, c'était justement une super clé d'entrée aussi pour nous challenger en interne et challenger nos fournisseurs. Parce que le point de départ, c'est quand même un entrepreneur, enfin une entreprise qui a, je dirais, ses valeurs, son projet, etc. Et de l'autre côté, des consommateurs. Donc c'est quand même une rencontre entre une entreprise et le mass market. On parle aujourd'hui de ça, on en parlait beaucoup moins il y a 10 ans. Et c'est clé en effet de réveiller toute la filière sur les enjeux de demain. Et je pense que c'est des projets en effet qui font évoluer les entreprises pour trouver des matières qui sont dans des placards, parce que tout le monde étudie, tout le monde fait de la veille, mais n'est pas dans l'application. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment être dans le faire. C'est le challenge, mais la passion qu'ont les industriels, c'est vraiment d'être dans du faire et d'en concrétiser ces innovations. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous donner un petit exemple technique. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher, mais un bon exemple de cette application-là sur quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Moi, ce qui m'a pas mal impressionné, c'était la personne qui a fait l'emballage en carton, où justement, en fait, la découpe du carton, l'emballage est beaucoup plus intelligent que ce qu'on aurait pensé, parce que déjà, de base, l'objectif de l'Uni, c'était de faire en sorte que quand le produit est vendu par Internet, il n'y ait pas de suremballage pour qu'on puisse envoyer directement par la poste. Et donc, ils avaient trouvé l'idée, je ne sais plus qui l'a eu, mais corrige-moi Tatiana, mais il me semble que c'était le fournisseur de carton, d'avoir un emballage qui puisse être plié dans les deux sens. Non ? Non, c'est nos designers. C'est vos designers ? Ah d'accord. Mais en tout cas, c'est... Ah ouais ? Ok. Non. On prépare ça, donc ah, on va peut-être pas... Ok. Bon, on va passer à une autre question. J'ai une question et après on passera aux questions de la salle. Parce que, en fait, quand on vous entend, il y a souvent les notions d'environnement qui reviennent. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à travers en fait, la recherche d'une production à coût constant, vous avez aussi eu des impacts environnementaux qui étaient plutôt vertueux. Et ma question, c'était, est-ce qu'il y avait une vraie volonté environnementale au départ, ou est-ce que finalement l'environnement est venu se mettre dans ce débat par la démarche entreprise sur la question des coûts ? Non, c'était plutôt l'inverse. C'était, il y avait une vraie démarche d'éco-conception et environnementale dès le départ, et elle a apporté beaucoup de challenges. Donc il y a des choses qu'on a dû abandonner, justement, notamment par rapport à l'emballage. D'autres qu'on a pu garder, et on a fait le maximum actuellement, et là on est dans une phase de réévaluation de l'impact du produit pour refaire le travail, comme ça on travaille en cycle en fait, et on a eu de la chance que ça matchait bien avec une réindustrialisation en France. Il y a des résultats extrêmement concrets. Donc le poids de l'emballage a été divisé par 2. Il y a moins de plastique qui a été utilisé. Il y a moins d'encre. Il y a moins d'encre, voilà. Et le choix des encres, je pense, est différent. Il y a moins de matière aussi. Oui, exactement. Oui, et puis il y a des petites astuces qui ont été trouvées aussi au niveau de la coque. En fait, typiquement, la première version, la batterie était tenue sur la carte électronique dans une pochette plastique vissée sur la carte. Et la deuxième version, en fait, il y a un aménagement dans la coque qui, avec la flexibilité du plastique, vient pincer la batterie, ce qui lui permet de vivre avec les cycles, parce qu'une batterie, en fait, en vieillissant, elle va gonfler un minimum.
Et il y a eu une étape de design assez intensive sur le fait de comment on va pouvoir la tenir pour pas que ça sorte de l'espace et tout en ayant un assemblage facile. Et enfin voilà, on a des petites astuces comme ça. Bon, sans parler du transport, quoi. Ouais. Oui, la batterie ne doit pas se balader dans le produit. Non, le transport, on a réduit les kilomètres. Oui. Entre voilà, disons que c'est plus rapide maintenant quand Chine, les France produits, et... voilà. Ah oui, quand ça va de la France vers la France, c'est plus simple. Je vous propose qu'on regarde de voir s'il y a des questions dans la salle. Et sinon, moi, j'ai plein d'autres questions à vous poser, donc je suis intarissable. Je descends. Oui, je vais poser la question à l'UNI. En fait, quel est pour vous l'apport de Kickmaker dans la relation avec l'EMS? Je précise mon cas, c'est que j'ai créé une entreprise et j'ai eu à travailler en direct avec les EMS sans passer par un intermédiaire, et ça m'a obligé à monter énormément en compétences, à recruter énormément de personnes, ou de me faire imposer énormément de choses par l'EMS. Et donc, j'ai fait du Made in France, etc. Et je me suis retrouvé dans des relations complètement déséquilibrées, conduisant à des vraies problématiques de coûts ou des problématiques de délai sans alternative. Donc, est-ce que c'était une volonté? Vous avez parfaitement répondu à la question, je pense. L'idée de travailler avec Kickmaker, c'était de ne pas internaliser une ressource qu'on allait avoir besoin de manière très momentanée, et surtout d'avoir un acteur qui était capable de retranscrire les besoins de l'UNI à BMS de manière technique, et de s'assurer que ce serait bien fait, tout simplement. Et effectivement, ça a permis de fluidifier les échanges, et même, enfin, plus que ça, de pouvoir en fait s'exprimer. Oui, alors je l'évoquais un petit peu avant, c'est ça aussi que de mon côté, mon rôle est de qualifier ce que je vous disais, la maturité de l'entreprise. Parce que, alors, sauf si vous arrivez avec un dossier qui est complètement figé, mais c'est souvent pas le cas, nous on vient casser en fait ce dossier pour apporter les bonnes règles, pour que ce soit adapté à nos processus, à nos machines, etc. Donc c'est vrai que le cas idéal, c'est il y a des compétences chez vous, et puis après il y a toutes les itérations pour cette période qu'on appelle DFX. Voilà. Je vais me permettre de répondre, même si la question ne s'adressait pas directement à Kickmaker. Je dirais que, de manière évidente, oui, on peut apporter, on apporte des compétences à la fois en électronique, en mécanique, en programmation, on peut vous assister en design. On a un champ de compétences qui est assez large, mais je dirais que la chose qu'on ne voit pas au premier abord et qui n'est pas écrit sur le panneau à l'entrée, j'ai envie de dire, c'est une méthodologie en fait. Typiquement, quand on aborde un projet industriel hardware, c'est très compliqué de se dire par où on commence, par où on passe et par où on doit arriver pour pouvoir terminer dans les temps, dans les coûts et proprement pour avoir une belle vie produit. Et ça, chez Kickmaker, c'est quelque chose qui, je pense, est l'une de nos plus grosses valeurs en soi, parce que vous allez avoir un chef de projet qui va vous accompagner du début à la fin de votre projet. Mais ce chef de projet-là, il n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe d'ingénieurs qui sont compétents dans leur domaine, mais aussi il y a un ensemble d'autres chefs de projet qui ont peut-être rencontré les mêmes problématiques ou peut-être qui ont anticipé des problèmes, qui vont anticiper des problèmes. Et chez nous, typiquement, en fait, on ne franchit aucune étape sans faire ce qu'on appelle des design reviews, qui nous disent, bon, bah là, point d'attention, il y a un risque. Et ces risques-là, on vous les fait remonter assez tôt, en fait. Enfin... Je dirais, s'il y avait vraiment une valeur ajoutée d'avoir un BE, ça serait celle-là, cette méthodologie. Bonjour, déjà merci beaucoup. J'étais particulièrement intéressée par le sujet éco-conception et le lien technique que vous avez fait. Et du coup, j'avais comme question là, sur la relocalisation que vous avez faite l'année dernière, si vous avez pu adresser aussi le niveau 2, entre guillemets, d'où viennent les matériaux et tous les consommables, les outils, ou est-ce que c'est justement la V3 que vous évoquiez? Alors là, en l'occurrence, avec BMS, on est dans une relation où on est très peu en contact direct avec les niveaux 2. Du coup, on a fait une étude, par exemple, on a fait un conflict-free minerals, et ça, le but, c'est déjà d'adresser, de voir plus loin et d'où viennent, d'optimiser tous ces approvisionnements. Mais c'est un travail qu'on doit faire, qu'on se doit de faire avec BMS, et BMS a dédié une personne aussi à ces sujets-là, donc on a un interlocuteur en interne
qui permet de discuter de tous ces sujets. Mais clairement, oui. Oui, c'est le site bayonnais au sein du groupe All Circuits. Pardon. Mais peut-être que je m'étais mal exprimé, mais c'est vraiment un des enjeux, je pense, c'est à chaque fois de remonter la chaîne de valeur. Donc en effet, c'est des contraintes qu'on doit passer quelque part, qu'on doit remonter dans la chaîne de valeur. Alors aujourd'hui, l'électronique et 60% des semi-conducteurs sont faits en Asie, donc on est quand même encore très dépendant et pendant encore pas mal d'années de l'Asie. Hein. Mais Et dans ce domaine-là, il y a quand même des choses qui sont faisables, même si on n'est pas dans l'industrie. On a des projets en interne, donc je ne peux pas forcément parler parce qu'il faut les aboutir. Mais on a des démarches qui sont vraiment portées par les membres de l'UNI, pas forcément en production. Et ça doit vraiment être intégré, je pense, aux jeunes entreprises et aussi défendu par les fondateurs. Sinon, c'est pas possible. Et voilà. Il y a d'autres questions dans la salle ? Bonsoir, merci. Moi, je voulais comprendre comment ça fonctionne. Vous disiez que le prix de l'Uni, le prix public, n'avait pas augmenté. Je voulais comprendre comment ça marche. Vous avez accepté du coup de réduire vos marges. Vous avez écrasé vos fournisseurs. Enfin, j'ai peut-être une vision un peu manichéenne, mais je me dis que si le prix est le même, il y a forcément, ou c'est une question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des économies qui sont faites ailleurs? Est-ce que c'est l'Uni qui les assume? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a deux axes de réponse. Le premier, c'est que la réindustrialisation en France, ça a été un projet à plus d'1 million d'euros. Donc c'est pas, ça a été supporté par l'Uni de manière très conséquente. Et ensuite, oui, on a dû rogner sur les marges. C'est un fait, on ne va pas le cacher. Et aujourd'hui, c'est un peu un combat du quotidien de réussir à maintenir le prix. Hein. C'est un vrai enjeu. Ça n'a pas été facile et on continue encore de se battre avec BMS. Avec main dans la main. Oui, c'est un combat quotidien. Alors nous, on se définit souvent comme... on prend l'exemple du sandwich. Alors malheureusement, c'est un sandwich, même pas jambon-beurre, c'est un sandwich jambon. Donc nous, on est la petite tranche de jambon au milieu des fournisseurs d'un côté et du client. Donc c'est vrai que notre business model est fragile, entre guillemets. Il y a peu d'industriels qui peuvent se réjouir d'être profitables comme on l'est. Mais c'est des équilibres qui sont fins. Donc en effet, les marges sont très faibles. Et on peut parler de la crise actuelle, hein, qui est historique. On est dans une période avec des allocations, un manque de matière énorme en électronique. Et donc c'est l'offre et la demande. Et donc il y a des augmentations de prix qui sont... à arbitrer pratiquement quotidiennement pour pouvoir produire. Et c'est vrai que j'ai des fournisseurs qui sont dans la salle, mais c'est des efforts qu'on essaye tous de porter, mais à un moment, il y a la réalité économique, et donc bien au final, reporter les surcoûts. Voilà. Merci pour ces échanges. J'avais une question. Pourquoi est-ce que le produit n'est pas vendu à l'étranger ou n'a pas visé un marché étranger dès le départ, plutôt que de rester français et de se limiter finalement en termes de déploiement? Je ne comprends pas la question. On est vendu en Europe. Ah ok, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était vraiment distribué en France tout à l'heure. Non, c'est évidemment. C'est notre marché principal. Et ensuite, on vend en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Là, c'est plus compliqué. Mais... Et aux États-Unis. D'accord. Et les marchés États-Unis ou autres sont difficiles à atteindre pour un produit réindustrialisé, ou vous y avez pensé quand vous avez refait l'industrialisation? Moi, j'aimerais juste ajouter une chose. En fait, la valeur ajoutée de l'Uni, c'est pas tant le produit que les contenus, en fait. Et l'Uni n'est pas que quelque chose de faiblesse. L'Uni produit des contenus, et ces contenus, ce sont les histoires. Hein, et en fait, c'est la fabrication de ces histoires qui est vraiment la base de la valeur de l'Uni. Enfin, je vous enjoins à prendre une boîte à histoire et à lancer une histoire pour vraiment comprendre pourquoi le jouet marche aussi bien. C'est vrai que ce que j'ai pas dit au début, c'est que le produit, quand on l'achète, il a 48 histoires, mais en fait, il y a un Lunistore avec des heures et des heures et des heures de contenu. Et c'est peut-être ce dont tu parles dans la valeur ajoutée du produit. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très intéressant par rapport à avoir un écran
C'est beaucoup mieux quand ils sont en jeune âge. Pour l'avoir expérimenté, j'avoue que les enfants aiment bien et puis c'est plus intéressant que d'avoir une tablette. Et pour compléter les réponses, donc All Circuit, ça a été choisi aussi parce qu'on a un site au Mexique pour adresser le marché américain. Ok, merci. Pour terminer ma réponse, en fait, il y a un endroit de passage où il faut que l'équipe de l'Uni puisse fabriquer assez de contenu pour adresser un nouveau marché. Et, enfin, quand vous adressez déjà beaucoup de pays différents, avec beaucoup de langues, pour avoir été en interne chez l'Uni, je trouvais ça déjà vraiment impressionnant de le rythme que vous arrivez à tenir pour sortir des histoires. Une de nos plus grosses équipes, c'est l'équipe édition. L'Uni, c'est aussi une maison d'édition. Voilà, donc soutenir une nouvelle langue, c'est quand même quelque chose. Ça me fait juste penser, je rebondis sur une idée, c'est que cette question d'internationaliser, la proximité aussi du site permet la personnalisation. Alors ça, c'est un élément très important. Alors on l'a pas, nous on l'a beaucoup déployé pour un autre produit, c'est Coyote, pour les détecteurs de radar, hein, où on vient vraiment sélectionner en fait la langue, la cartographie, etc. au dernier moment. Donc c'est au moment où on reçoit la commande du client qu'on va faire cette mise à jour. Et ça, c'est vraiment la proximité qui permet ça. Ça fait un peu le lien avec ma question, c'était pour savoir, pour les Luni, donc du coup, vous produisez en France pour l'Europe, vous produisez au Mexique pour les États-Unis, et vous allez produire en Asie pour l'Asie, ou comment vous avez pensé la production? Aujourd'hui, on n'est pas sur le marché asiatique. Au niveau des États-Unis, c'est encore un marché beaucoup trop jeune pour qu'on produise là-bas, donc c'est pas le cas, mais c'est dans le projet. C'est pour ça qu'on travaille avec BMS. Une autre question, peut-être? Alors, en attendant que le micro arrive jusqu'à la personne qui va poser une question, j'en ai une, et bon, je ne sais pas si j'ai le droit de la poser, mais est-ce que vous avez eu un soutien des pouvoirs publics? Est-ce que vous avez cherché un soutien ou absolument pas? Je n'en sais rien. Donc oui, il y a des levées de fonds, il y a des aides qui ont été récoltées, je ne sais pas le montant, et je suis juste... D'accord. Bonjour. Si vous avez une visée européenne pour la vente de votre produit, quel est l'intérêt d'une fabrication franco-française? Pourquoi pas une fabrication européenne? 80% de notre marché. Et BMS est génial. Non, pour mieux répondre, on est allé visiter d'autres usines en Europe où il y a d'autres avantages. Mais clairement, le dossier technique de BMS lors du choix de l'usine était très au-dessus d'un point de vue qualité, et le choix s'est porté sur BMS. Moi, j'ajouterais que de manière générale, la France est assez bien placée niveau géographique pour la distribution en Europe. Enfin, on a cette chance, et je pense que ça ajoute au bonus de fabriquer en France. Et il n'y a pas de mal à vouloir faire travailler les voisins. Enfin, nous, en tout cas, chez Kickmaker, on a apprécié qu'il reste en France. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas d'autres questions. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, du coup, quand vous attaquez des marchés étrangers, est-ce que le fait d'être made in France, et d'ailleurs c'est une question qui marche pour tous les trois, peut-être pour vos autres clients, est-ce que le fait d'avoir quelque chose estampillé made in France, c'est un élément pour favoriser les ventes? C'est clairement un atout. Maintenant, les autres marchés, et typiquement je pense au marché US, est un marché qui fonctionne de manière très très différente, où il faut être beaucoup plus flashy. C'est pas forcément l'identité à la base de l'Uni, donc il y a une certaine adaptation à faire. Pour l'instant, on continue avec ça, mais j'imagine que ça peut évoluer. On va avoir un l'Uni à paillettes? Alors, de notre côté, je vais plutôt répondre sur le savoir-faire d'All Circuits. Donc, nous, l'historique d'All Circuits, c'est la reprise d'un site qui allait fermer, hein, qui était un site de Valeo, qui a été repris avec talent par notre président. Et donc, on a parié, en effet, sur la qualité, on a parié sur plus d'automatisation. Donc, ce que nos clients viennent chercher, c'est vraiment cette culture de l'automobile, qui est l'amélioration continue, donc vraiment une recherche de qualité, du zéro défaut, et puis du design to cost. Donc voilà, on est toujours pressé par les coûts. Donc la tendance qu'on voit, c'est que du médical vient chercher maintenant ça, même des produits consumer viennent chercher ce savoir-faire,
oui, je ne vais pas trouver le mot, mais cette exigence en tout cas de la qualité. Et de la réactivité aussi peut-être. La réactivité. Alors, ce qui est compliqué, et ça on s'en rend bien compte, c'est pour ça que souvent je parle de le circuit, mais je cherche à défendre l'industrie en France à travers Business France, les participations que je peux faire aussi au sein de Business France. C'est que rappeler quand même qu'il y a 500 EMS en France de toute taille, et le travail qu'on fait dans une consultation, c'est aussi trouver ce bon mariage. Est-ce qu'on va être le bon partenaire? Est-ce que le compte va bien vivre au sein de notre portefeuille, à côté de Valeo, de Schneider Electric, de General Electric, etc. Là, c'est complètement le cas. Enfin, je pense que vous vous rendez compte que nous, on sert les entreprises avec autant de sérieux. Mais oui, la recherche de qualité, forcément, on perd un peu de flexibilité. Je ne vais pas dire le contraire. Loïc, une opinion sur le sujet? Une vision? Pardon, j'ai pas entendu. Non, est-ce que vous vouliez réagir sur cette question, sur le fait, est-ce que c'est plus valorisé de produire en Made in France ou pas? Alors, nous, de notre côté, chez Kickmaker, on a un trend qui veut que certains clients viennent nous voir vraiment explicitement pour ça. Je sais que dans certains domaines, on a entendu parler de 20% de ventes supplémentaires, en fait, ce qui est vraiment pas négligeable. Maintenant, je dirais que ça dépend beaucoup de la géométrie du produit. Typiquement, quand on est sur des produits avec un coût de sortie d'usine qui est autour des 10 €, ça va être extrêmement compliqué de faire du Made in France. Mais sur des produits qui sont plus complexes, c'est là où en fait ça va être plus simple de mettre un prix plus haut, d'avoir justement l'image de qualité du Made in France, et peut-être aussi juste l'envie pour les gens de se dire que l'objet ne vient pas de l'autre bout de la planète, et qu'il y a vraiment une démarche peut-être plus aboutie derrière que d'injecter du plastique et d'avoir quelque chose qui soit jetable. Parce que typiquement, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir eu que des projets qui se voulaient Made in France, qui avaient un objectif de durabilité en fait. Oui, je pense que l'enjeu est là, parce qu'on a eu du greenwashing pendant longtemps sur ces questions-là, et là le projet était vraiment sincère, et c'est ça qui le rendait intéressant. C'est sa dimension, voilà, sur tout le cycle de vie du produit, comment on peut optimiser les processus, la partie sourcing, etc. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça encore sur le nid. Non, typiquement, je me souviens d'une phase du projet où on a eu beaucoup de difficultés à discuter avec l'organisme de certification, parce que en fait, dans les jouets, une des normes impose de mettre la manière de démonter l'alimentation, la pile, si la pile se retire. Et en fait, l'architecture de l'Uni est faite pour favoriser le SAV, donc que 4 vis. Ces vis-là, elles restent accessibles, elles ne sont pas coulées derrière de la résine ou ce genre de choses. Et pour la personne qui faisait passer la certification, le fait qu'on ait accès aux vis rendrait le produit démontable. Et rendre le produit démontable, ça fait qu'on pouvait accéder à la batterie. Et la batterie était sur connecteur pour que le produit puisse vivre plus longtemps que sa batterie. Et eux nous ont dit, si vous voulez pas rajouter du texte, un pavé sur votre feuillet, parce que de la même manière, le manuel devait être le plus simple possible, vu qu'il était pour un jouet, et le plus facile à lire, et donc c'est un gros texte. Hein. Et ben en fait, ils nous ont dit, mais soudez la batterie, pourquoi vous le faites pas? Et jusqu'au bout, on a discuté, on a perdu pas mal de temps là-dessus, pour justement garder une batterie qui permettrait de faire vivre le produit plus longtemps que sa durée de vie. D'ailleurs, on a réussi à trouver un compromis à la fin. Et encore une fois, chapeau bas pour l'Uni. Et je rebondis juste parce que du coup, ça me fait penser à deux autres différences. C'est que on a... Non, c'est qu'on a supprimé aussi le manuel, donc ça aussi, ça fait des économies de matières premières. Alors évidemment, il est en ligne. On a juste un feuillet avec un QR code, donc ça évite beaucoup de matière. Et en parlant de changer la batterie, effectivement, on le fait pour que les produits durent plus longtemps. Et là, on a encore trouvé un partenaire dans l'écosystème français qui se trouve à Toulouse. Donc c'est vraiment top. On est resté dans cette démarche-là, grâce aussi à ça. Pas avoir écouté les certifications et trouver des solutions, quoi, au dernier moment. Bon, le maître des horloges, qui m'avait promis qu'on pouvait débattre au moins 2 heures, vient de me dire que c'était la fin. C'était du marketing. Oui, je suis un peu vexée, je ne reviendrai pas du coup. Merci à vous. Je pense que vous allez rester un petit peu encore, donc s'il y a les personnes dans la salle ont envie de vous poser des questions, j'en ai plein encore, donc
pas vous harceler, mais bon, l'envie est grande. Ils pourront venir. Merci pour votre attention et je te repasse la main, Alizée, du coup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait mal au cœur de vous avoir quitté, coupé en tout cas, mais j'ai l'impression qu'on peut en parler encore toute la nuit, mais ça tombe bien parce que vous allez rester. Effectivement, ça marque la fin de cette masterclass et la fin de cette journée. Je vous remercie à tous d'être passés, vous qui êtes porteurs de projets, PME, start-up, grands groupes, industriels, et qui faites la richesse de cet écosystème. Je vais remercier les partenaires, je vais remercier nos clients, je vais remercier nos ingénieurs Kickmakers qui sont vraiment des personnes formidables. C'est vrai. Je veux remercier particulièrement Louis-Gabriel, Roxane et Nathalie qui m'ont beaucoup épaulé pour l'organisation de cette journée. Je vous donne rendez-vous l'an prochain parce qu'il y aura d'autres événements de ce type. Et je veux vous dire qu'il y a une visite pour la dernière visite pour la micro-usine qui va partir bientôt. Si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est dans le hall. Je voulais particulièrement remercier les intervenants pour la richesse de leurs interventions parce que ça a été fantastique, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup appris et c'était un plaisir de vous avoir tous ici. Et comme Vincent aime le dire parfois, champagne. Merci beaucoup.